Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette. Et cet épisode, c'est celui de Paris-Roubaix, le troisième monument de l'année, le seul monument français, qui se tiendra donc ce dimanche, cette fin de semaine, et qui succède donc au Tour des Flandres, qui a eu la semaine dernière. Donc voilà, probablement à chaque fois la meilleure course de l'année, Paris-Roubaix, même si l'an dernier on a eu un scénario de course où on s'était un peu fait chier, on va pas se mentir. On en reparlera juste après, mais donc normalement c'est vraiment le parcours le plus fou du cyclisme. Toujours une course très agréable à suivre, que ce soit sur le bord de la route ou à la télé. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc d'abord, le programme de cet épisode, on va parler très rapidement du Tour des Flandres. Je pense que c'est quand même important de regarder quels étaient les enseignements du Tour des Flandres qu'on peut appliquer à ce Paris-Roubaix, parce qu'évidemment, il y a des conséquences au Tour des Flandres, et c'est des choses qui vont entrer en jeu dans la stratégie de Paris-Roubaix. Ensuite, on regardera rapidement, pas le parcours de Paris-Roubaix, parce que c'est le même tous les ans, mais un peu les conditions météo. On verra ce qui s'est passé les années d'avant et ensuite on partira sur une preview, une préface, dans la langue comme vous voulez, pour les favoris de ce Paris-Roubaix 2025. Donc on commence tout de suite avec le débrief du Tour des Flandres. Alors ça sera pas vraiment un débrief à proprement parler, mais plutôt des enseignements qu'on essaierait d'en tirer. Donc vous avez forcément vu la victoire de Tadej Pogacar dans ce Milan-San Remo, non pas du tout, dans ce Ronde de Van Vlaanderen qui était très serré. Finalement, Pogacar gagne un peu comme attendu devant un petit groupe, un peu comme attendu, devant Pedersen, Van der Poel et Van Aert, qui est accompagné de Stuyven aussi à ce moment-là. Pogacar était le plus fort dans les monts. On attendait qu'il arrive à sortir, à s'isoler tout seul dans le dernier passage du mur de Gramont, pas du tout, du vieux Quarmont, et c'est ce qu'il a fait. Donc le scénario était à peu près sans surprise, même si on s'attendait quand même à voir Mathieu Van Der Poel être un peu un ton au-dessus de ceux qui étaient avec lui à la fin, donc c'est-à-dire Pedersen, Van Aert et Stuyven. Quels sont les enseignements? Tout d'abord, les premiers enseignements, si on prend l'ordre chronologique de la course, et ça, c'est des choses qui seront très vraies, voire même encore plus vraies à Paris-Roubaix, c'est que on peut avoir des certitudes qui peuvent voler assez vite en éclats, notamment en termes de force des équipes. Là, on annonçait vraiment une team UAE imprenable sur ce Retour des Flandres. Résultat, il y a des éléments imprévus, des chutes qui font qu'on perd Tim Wellens, on perd qui d'autre? Antonio Morgado, on perd non, Morgado est revenu, pardon. On perd Tim Wellens, donc je le disais, on perd aussi évidemment Jonathan Narvaez, enfin bref, des coureurs très importants, qui fait qu'on se retrouve avec une team UAE qui était un peu limitée. Et finalement, c'est aussi des choses qui peuvent arriver très facilement sur le Paris-Roubaix. Donc c'est quelque chose qu'il faudra vraiment garder à l'esprit au cours de cette preview, c'est que sur des classiques flamandes, encore plus sur Paris-Roubaix, il y a énormément d'imprévus. Et donc là, on aura beau discuter autant qu'on veut des stratégies qui pourront être mises en place pardon, ce dimanche. Il faut toujours garder en tête que le facteur aléa, c'est peut-être la plus grande certitude, c'est qu'il se passera des choses qu'on ne maîtrisera pas. Donc voilà. Ensuite, deuxième certitude, c'est que Pogacar est très fort, évidemment. Il a été le plus fort sur ce Tour des Flandres. On dit souvent que sur le Tour des Flandres, c'est le plus fort qui gagne. Sur Paris-Roubaix, c'est pas toujours le cas. Et Pogacar a beau être le plus fort, c'était surtout le plus fort quand ça montait. Sur le plat, c'est une autre paire de manches. Et donc sur Paris-Roubaix, ça sera pas forcément la même histoire. Autre enseignement, c'est que Wout van Aert va plutôt pas mal. Je vous avoue que sur les premiers passages où ça a accéléré devant, je trouvais qu'il était limite, Wout van Aert. Il était souvent à la rupture. Il y a même des moments où on s'est dit, mais là, il est à 5 mètres, il va pas réussir à rentrer sur du plat. Il semblait un peu à la limite, mais peut-être qu'il a mieux géré sa course que les autres. Et en fin de course, c'était lui le plus fort quasiment dans ceux qui roulaient derrière. On a vu à l'inverse que Mathieu Van Der Poel était un peu éteint sur la fin, après son craquage dans le dernier passage du Vieux Quarmont. Donc il y a aussi une question de gestion de course qui est importante dans ces monuments qui sont très très longs avec énormément de difficultés. Et Wout van Aert a été un peu rassurant. Alors ça sera pas un favori pour le Paris-Roubaix, mais ça sera vraiment une carte à prendre très au sérieux. Et donc ce Tour des Flandres, même si évidemment faut avoir Van Aert quatrième du Tour des Flandres, faire quatrième sur un groupe de 3 qui se joue la deuxième place, ça fait un peu mal. Mais bon, c'est quand même assez rassurant sur son état de forme. Et aussi Jasper Stuyven, franchement. La Lidl Trek qui avait deux très belles cartes avec Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Quand Stuyven est revenu dans le Paterberg, là c'était vraiment exceptionnel. Donc une grosse team Lidl Trek, vraiment impressionnante. On avait aussi du côté de la Visma Leaseback Jorgensen qui a crevé à la toute fin et Tige Benoît qui était en forme, donc une belle équipe.
C'est aussi un élément qui sera à prendre en compte pour Paris-Roubaix. Et puis évidemment Stefan Kung qui fait septième. Mais bon, voilà, Stefan Kung, il a anticipé, mais il n'était pas assez fort pour résister dans les monts. Ça sera peut-être pas pareil sur Paris-Roubaix. Et enfin, la dernière chose dont je voulais discuter quand même, c'est que au sommet du vieux Quarmont, du dernier passage, on avait 10 secondes d'avance pour Pogacar, 25 en haut du Paterberg, alors qu'il reste 15 km avec du vent de face. Et là, on se dit, un groupe de 5 doit revenir, de 4 pardon, doit revenir, surtout quand il y a deux Lidl Trek, qu'il y a des gars comme Van Der Poel ou Van Aert qui en ont rien à faire de faire podium du Tour des Flandres, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et bah, quand le plus fort est devant, c'est toujours le plus fort qui va plus vite. Et là, on avait beau avoir 4 coureurs, il y en a certains qui étaient cramés. Je pense à Van Der Poel, par exemple, qui pouvait pas donner de très gros relais, ou alors qui voulait pas donner de très gros relais, ce qui fait que ça déconcentre un peu les autres qui veulent pas non plus donner à fond. Et on a beau avoir 4 coureurs qui sont à la poursuite d'un mec et tout seul avec du vent de face. Si le mec est sorti à la pédale et que c'était le plus fort, en général, il reste devant. Et donc, moi, j'avais le petit espoir quand même, je vous cache pas, au sommet du Paterberg, que ça revienne sur Pogacar. Parce que j'avais pas trop envie que Pogacar gagne. J'avais envie que Van Aert, que Pedersen, que Steven gagne. Je me suis dit: «C'est le moment où ça y est, on peut enfin unir ses forces et revenir sur un homme de tête». Et ça, c'est vraiment une règle qui, dans le cyclisme, est généralement respectée. C'est quand le plus fort est devant, même s'il y a plus de mecs derrière, c'est très difficile de revenir. Finalement, un dernier mot quand même sur ce Tour des Flandres. J'ai vu beaucoup de gens qui l'ont considéré comme une des meilleures éditions, du XXIe siècle. C'est vrai qu'on a eu du suspense assez longtemps. Moi, j'ai quand même un petit goût doux amer qui est laissé par la victoire de Pogacar. Rien de personnel contre lui, mais sur ce terrain-là, je préfère quand il est le loser magnifique, comme sur Milan-San Remo, plutôt que le mec qui gagne. Ça fait un peu mal quand même de voir Pogacar mettre 1 minute à des mecs comme Pedersen, Van Der Poel et Van Aert sur des Flandriennes. Bon, c'est le Tour des Flandres. Mais donc j'espère quand même que sur Paris-Roubaix, ces gars-là auront un peu la supériorité quand même sur Pogacar. Mais bon, ça on va en discuter tout de suite dans la preview de Paris-Roubaix. Donc, pour Paris-Roubaix, tout d'abord, on va se pencher sur le parcours. Bon, le parcours, vous le connaissez, c'est toujours le même. C'est 260 km avec 55 km de secteur pavé. On part de Compiègne et on arrive à Roubaix. C'est toujours les mêmes parcours que l'an dernier. La seule différence, c'est que vous vous souvenez, l'an dernier, on a introduit une chicane juste avant la trouée d'Arambert. Donc les coureurs arrivent un peu moins vite dans la trouée d'Arambert. C'était notamment dû aux accidents qu'il y avait eu sur le Tour du Pays Basque juste avant, qui avait encore relevé des questions sur la sécurité des coureurs. Et là, donc, l'organisation, dans la précipitation, avait mis une chicane finalement dans l'entrée de la Trouée d'Arambert pour que les coureurs arrivent avec moins de vitesse et donc et moins de risque de se faire mal sur l'entrée du secteur. Cette année, on a un peu changé. On aura pareil deux virages successifs. En fait, on passera sur une petite route à gauche au lieu de continuer tout le temps tout droit et de rentrer dans la trouée. Donc, avec deux virages qui devraient un peu casser la vitesse des coureurs. Et donc, ça sera a priori quand même un peu moins dangereux que la chicane de l'époque, mais il y aura quand même une question de placement qui sera vraiment super importante à l'entrée de la Trouée d'Arambert. Et puis sinon, c'est du grand classique avec les secteurs les plus durs évidemment, la Trouée d'Arambert, Mont-Saint-Pével et puis le Carrefour de l'Arbre. Et c'est pas toujours là que se fait la différence. Il arrive qu'il se passe des choses un peu avant, un peu après. Pour ça, on va quand même avoir un œil sur la météo. Parce que la météo, c'est un facteur qui est très important dans Paris-Roubaix. Là, cette semaine, il fait vraiment très chaud en France. Et donc, il fait très chaud dans le nord aussi. Quasiment 20 degrés du grand soleil. Sauf que, là, je m'enregistre actuellement le jeudi 10 au soir. On annonce pour l'instant peut-être de la pluie dans la nuit de samedi à dimanche. De la pluie assez légère, mais il faudra voir si ça a un impact sur le pavé, s'il est un peu humide ou pas. C'est vraiment quelque chose qui serait pas à négliger, puisque en fonction de l'état du pavé, s'il est humide ou pas, ça devrait changer bah, déjà le choix de matériel des coureurs, qui vont pas se gonfler de la même manière, la prise de risque, etc. Certains coureurs qui seront plus à l'aise que d'autres si c'est mouillé. Bon, ça sera pas mouillé comme Paris-Roubaix 2021, évidemment, mais c'est possible qu'il y ait des traces d'humidité à certains endroits. Donc ça peut être un facteur qui rentre en jeu dans Paris-Roubaix et qui devrait faciliter la tâche aux coureurs les plus agiles. Évidemment, on pense à Mathieu Van Der Poel dans ce cas-là. Mais donc voilà, c'est quelque chose d'encore assez hypothétique, mais je pense qu'il faudra s'intéresser aux conditions météo samedi et dimanche, dans la nuit aussi, regarder ce qui se passe, et ça pourrait avoir un impact sur la stratégie de la course.
Deuxième élément, il y aura du vent aussi a priori, du vent assez fort, mais qui serait latéral, plutôt d'ouest en est. Bon, à peu près, je pense, dans les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on avait sur le Tour des Flandres. Ça peut avoir un petit impact, ça peut permettre, vu que c'est d'ouest en est, de faire aussi des cassures sur des portions bitumées, ou même sur des secteurs pavés assez difficiles. Et donc ça veut dire que ça rend le rôle d'une équipe puissante encore un peu plus important que ce qu'il aurait pu être de base. Voilà, c'est deux facteurs très intéressants. On se penche très rapidement sur ce qui s'est passé sur les années d'avant. Bah déjà, en 2023 et en 2024, c'est deux fois les mêmes mecs qui font un et 2, et c'est la formation alpecin de Koenig, avec Van Der Poel toujours protégé par Philipsen. Donc Van Der Poel qui reste sur deux victoires d'affilée, Philipsen deux fois une deuxième place. Il y en a un pour qui c'est envisageable de le refaire cette année, c'est Mathieu Van Der Poel. Philipsen, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après, mais a priori il serait toujours pas leader sur cette édition de Paris-Roubaix. Et donc s'il n'est pas leader, difficile de le voir faire mieux que deuxième sur cette course-là. Enfin bref. Et puis en 2022, euh, c'était Dylan Van Baarle qui s'était imposé, qui était très fort cette année. On avait eu un Van Der Poel qui était un peu en dessous cette année-là. Il avait gagné devant Van Aert, Kung, Dylan Van Baarle. D'ailleurs, Van Aert qui fait, on le rappelle, troisième en 2022, 23 pardon, qui ne participe pas à la course malheureusement. On sait après sa chute pardon, à travers la Flandre en 2024. Et donc, c'est possible qu'on le retrouve encore cette année sur le podium. Pareil, en 2023, on a Van Aert, Pedersen, Kung dans le top 5, Ghana, 6e, 7e de Genkolb. C'était vraiment une édition de folie 2023, c'était une de mes éditions préférées. Et là, en 2024, on s'était bien fait chier quand même, hein, avec Van Der Poel qui avait attaqué de très loin, à 60 bornes de l'arrivée, et qui avait jamais été revu. Et puis derrière, ça s'était un peu regardé. Pedersen qui faisait encore une fois troisième devant Polit, Kung. Bref, c'est vraiment une course de spécialistes Paris-Roubaix. Cette année, qu'est-ce qu'on a sur la liste de départ? Et pour ça, on va regarder évidemment ce qui se passe au niveau des paris sportifs sur le site de Winamax. Encore une fois, c'est pas une incitation à parier, c'est simplement pour connaître les cotes des bookmakers. Euh, à noter aussi, je le dis quand même rapidement, c'est que la start list n'est pas encore totalement officielle. Il y a des équipes qui n'ont pas annoncé totalement leur composition, donc il y a certains points sur lesquels on est un peu encore dans le flou. Bon, globalement, je pense que dans les grandes lignes, on a les coureurs qui sont les plus importants, qui sont annoncés depuis très longtemps, donc ça devrait le faire. Euh, le premier favori pour les bookmakers, donc pour Winamax, il est coté à 3,25. C'est le vainqueur en titre, c'est Mathieu Van Der Poel, bien évidemment. Coté à 3,25, donc ça montre qu'il est favori, mais pas tant que ça non plus. Enfin, sa cote n'est pas en dessous de 3. Et surtout, quand on voit les cotes des mecs qui suivent, on a 5 gars qui ont une cote en dessous de 10. Donc ça montre vraiment qu'on a une course assez équilibrée. Mais Van Der Poel en est le principal favori. Pourquoi? Parce que c'est le vainqueur en sortie. Euh, il a gagné en 2023, en 2024. Il a Jasper Philipsen qui est aussi une très grosse carte qui est dans son équipe. Et évidemment, c'est une course qui lui convient sur le papier. Rien à dire. Encore plus si c'est un petit peu mouillé, je le disais. Il aura une belle équipe encore cette année, hein, avec Jasper Philipsen qui sera là évidemment. Sylvain Dillier. J'ai pas encore toute la compo, mais bon, en général c'est du lourd. Il devrait aussi y avoir évidemment Gianni Vermeersch. Gianni Vermeersch qui avait fait un beau résultat l'an dernier, je crois qu'il est dans le top 10 sur Paris-Roubaix, donc c'est pas n'importe qui. Bref, très grosse équipe Alpecin de Koenig, pardon. Si on se penche sur Mathieu Van Der Poel, évidemment, il y a ce Tour des Flandres qui finalement n'est pas si rassurant que ça. Donc on rappelle sur le Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel est tombé, donc il a dû faire des efforts pour revenir sur le groupe de tête. C'est pas tant en termes de douleur physique que ça a dû payer, mais il a fait des efforts en trop. Il y a des moments où il a attaqué, notamment je pense au Paterberg, le deuxième passage, l'avant-dernier, où c'était pas forcément très intelligent. Il a dilapidé un peu quelques forces, à essayer de faire le 1v1 avec Tadej Pogacar, ce qui n'était pas forcément la meilleure tactique. Et finalement, il s'est fait lâcher par Pogacar dans le vieux Quarmont. Bon, après, vous allez me dire, il s'est fait lâcher par Pogacar dans le vieux Quarmont en 2023. Ça l'a pas empêché de gagner Paris-Roubaix, même s'il n'y avait pas Tadej Pogacar à Paris-Roubaix en 2023. Mais donc, ouais, en bonne forme, Mathieu Van Der Poel, mais pas invincible non plus. Il se fait battre au sprint quand même par Pedersen, à nouveau sur le Tour des Flandres, même s'il avait gagné le 3 avec assez de classe et largement devant les autres. Là, quand il y a Van Der Poel, quand il y a Pogacar, pardon, c'était pas exactement la même. Et puis, à la fin, là, sur le monument, il tirait un peu à la langue et au final,
il se tape le sprint avec Pedersen et il se fait battre par Pedersen. Donc si jamais il y a un sprint avec Pedersen, attention, en termes de mental, il y en a un qui aura l'avantage sur l'autre. Bon après, évidemment, Mathieu Van Der Poel, pardon, sur Paris-Roubaix, c'était troisième en 2021. Sa première participation, on se souvient, cet épisode dantesque sous la pluie. Neuvième en 2022, où il était un peu en dessous, et puis après, sinon, deux premières places. Rien à dire, c'est évidemment le favori. Surtout parce qu'il aura un poison avec lui qui s'appelle Jaspers Philipsen. Philipsen, début de saison mitigé. Il a gagné qu'une fois. Bon, c'était à Bruxelles-Kurn, pardon, qui est une belle course. Mais après, Gand-Wevelgem, on l'a vu un peu souffrant, 44e seulement. On se souvient évidemment de sa chute sur la Danilite Nokere-Curse, qui doit avoir eu quelques séquelles sur son organisme. À travers la Flandre, il finit pas. Là, le Grand Prix de l'Escaut, le Skedel Price, ce mercredi où il finit deuxième au sprint derrière Tim Merlier. Peut-être que Philipsen n'est pas en aussi bonne forme que l'an dernier ou qu'il y a 2 ans. Mais après, c'est quand même, avec Milan-San Remo, le monument qui lui convient le mieux. Paris-Roubaix sur le papier. C'est pas pour rien qu'il fait 2 fois deuxième. Et puis surtout, il aura ce magnifique atout de l'esprit d'équipe avec Van Der Poel. Euh, Ceci dit, je pense que le grand leader, ce sera quand même Mathieu Van Der Poel et je vois pas Van Der Poel se sacrifier pour Philipsen à un moment ou un autre, à moins qu'il n'arrive pas à lâcher Pedersen, je dirais, et qu'il laisse Philipsen revenir, ou alors si Philipsen est déjà dans le groupe. Peut-être que si jamais il y a un sprint avec Pedersen, dans ce cas-là, on laisse Philipsen leader, mais sinon, ça sera évidemment tout pour Mathieu Van Der Poel, je pense. Philipsen est quand même coté à 7, ce qui n'est pas rien. C'est une très belle cote, donc ça montre que Philipsen, c'est un prétendant très sérieux à la victoire. Mais bon, on sent quand même que c'est plus un prétendant à la deuxième place qu'à la victoire, malheureusement. Il est bridé par sa propre stratégie d'équipe, hein, Jasper Philipsen. Ça pourrait lui sourire dans un certain monde, mais souvent avec Mathieu Van Der Poel sur les Paris-Roubaix et les Tours des Flandres, c'est lui qui est le leadership. Bon, on a vu qu'il a déjà donné un Milan-San Remo, enfin donné c'est un grand mot. Il a mis dans des bonnes conditions Jasper Philipsen pour gagner sur un Milan-San Remo qu'il aurait pu gagner. Là, c'est quand même un peu différent. Je pense que les courses flandriennes, c'est un peu plus une grande place dans le cœur de Mathieu Van Der Poel que Milan-San Remo. Donc, ça sera très intéressant de voir comment l'Alpecin va la jouer. Je pense que ça sera tout pour Van Der Poel. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Philipsen sera un gros poison. Tous les gars qui seront dans les groupes de leaders à la fin de la course. Parce qu'on sait qu'au sprint, il n'y a pas grand monde qui est capable de le taper. En ce moment, il n'est pas si rapide que ça, mais je pense qu'il bat tout le monde quand même sur le plateau de Paris-Roubaix. En ce moment, ouais, Tim Merlier le bat, mais les autres, pas trop. Donc, vraiment, Jasper Philipsen, un gros poison hein, dans la chaussure de tous les mecs qui seront à l'avant. À noter aussi que Gianni Vermeersch est coté à 50. Mais bon, ça sera plus un équipier, évidemment, c'est anecdotique, mais c'est pour montrer quand même que dans les 10 favoris de Paris-Roubaix, d'après Winamax, on a 3 Alpecin de Koenig, ce qui montre la force de l'équipe. Donc voilà pour la Alpecin de Koenig. Et le deuxième favori, c'est Mathieu Van Der Poel. J'arrête pas de les confondre, pardon, c'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui est coté à 4,50. Donc Van Der Poel à 3,25, Pogacar à 4,50. Pogacar, on le rappelle quand même, n'a jamais fait Paris-Roubaix. Alors certes, il a fait des reconnaissances derrière scooter où il a explosé des temps sur Strava. Ceci dit, il a jamais fait la course, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez fou. Moi, je pense que ça va pas trop l'empêcher de performer. Donc je pense qu'on peut voir facilement Pogacar dans le top 5. J'ai quand même un peu de mal à le voir gagner. Bon, évidemment, sur sa forme actuelle, il n'y a rien à dire, il est très très fort. Il a encore montré sur le Tour des Flandres. Ceci dit, sur Paris-Roubaix, ça monte pas. Donc va falloir faire la différence sur le plat. On a vu qu'au sprint, il se faisait souvent battre. S'il y a un Pedersen avec, s'il y a un Van Der Poel avec, il risque de se faire battre. S'il y a un Philipsen, il se fait battre évidemment. S'il y a un Van Der Poel, c'est kiff-kiff. S'il y a un Wout van Aert, pardon, c'est kiff-kiff. Donc vraiment, Tadej Pogacar, il aura une belle équipe aussi. Mais s'il veut gagner, il n'a pas trop d'autre choix que de finir en solitaire. Et pour sortir en solitaire sur le Paris-Roubaix, quand on pèse 65 kilos, c'est un peu compliqué. Donc le problème de Pogacar, c'est pas trop sa forme, parce qu'évidemment il est très fort, mais j'ai du mal à voir dans quel contexte il sera capable de lâcher un Pedersen ou un Van Der Poel. Donc comment il va réussir à s'isoler? Est-ce que si jamais les gars à l'avant voient Pogacar partir, on peut un peu se marquer en disant ouais c'est Pogacar, c'est pas un spécialiste. Je pense qu'il a quand même suffisamment la pancarte, t'as des Pogacar, mais ça va être difficile d'aller lâcher les deux autres mecs.
Les deux autres mecs, j'entends Pedersen et Van Der Poel, mais ouais, pour moi, l'équation est assez difficile à résoudre pour Pogačar. Un peu pareil que pour Milan-San Remo, si ce n'est qu'ici, il y a un facteur aléa qui est un peu plus important. Peut-être que le facteur aléa peut aussi tourner en faveur de Tadej Pogačar, hein, c'est pas interdit. Dans son équipe, il a Tim Wellens, toujours le capitaine de route, Florian Vermeersch qui a fait deuxième, on le rappelle, de Paris-Roubaix en 2021, qui a montré cette année qu'il avait passé un cap quand il était passé chez la UAE. Donc évidemment, très très gros équipier, Florian Vermeersch. Aux abonnés deuxième de Paris-Roubaix, on a aussi Nils Politt dans l'équipe. Nils Politt, qui serait leader partout, mais là, franchement, énorme carte. Et il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi Molano. Bon, Molano, ça va sauter assez vite, je pense, mais Morgado, Bjerg, ça, c'est vraiment des très très gros rouleurs. Cette équipe UAE est très impressionnante. On a beaucoup d'expérience sur Paris-Roubaix. Je pense à Florian Vermeersch, à Timo Lenz, à Nils Politt, ce qui fait qu'on sera capable de conseiller Pogacar, de bien le placer. Franchement, l'équipe UAE fait très très peur. Bon, évidemment, ce sera a priori tout pour Pogacar. J'ai un peu du mal à voir un scénario de course pardon, dans lequel Nils Politt pourrait par exemple tirer son épingle du jeu, ce qui est un peu dommage. Florian Vermeer, je l'avais coté à 60 pour les bookmakers. Nils Politt à 100. Euh, le problème, c'est que chez UAE, en général, quand il y a Tadej Pogacar, c'est tout pour Pogacar. Donc je pense qu'on va pas trop louer la stratégie d'équipe. Mais moi, j'aimerais vraiment voir un Vermeersch ou un Politt s'accrocher très longtemps et voir quelle serait la stratégie de course si jamais on voit que Pogacar n'arrive pas à lâcher Van Der Poel, par exemple, et Pedersen, et qui est encore dans sa roue un moment Vermeersch ou Politt, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, après, tout ça, c'est des suppositions. Évidemment, tout peut être rebattu sur Paris-Roubaix par une simple crevaison, une chute, etc. Donc, c'est beaucoup de suppositions, mais cette équipe UAE m'intrigue. Je pense que on a un peu une équipe type la Soudal Quick-Step de la bonne époque, où ils étaient très très chauds sur Paris-Roubaix, avec beaucoup de coureurs très forts. Mais là, à mon avis, ce sera quand même tout pour Pogacar, et j'ai peur que ça les mène un peu à leur perte. Parce que Pogacar, il est obligé de gagner tout seul. S'il est accompagné, je pense qu'il perd dans tous les cas, sauf si c'est un 1v1 contre Van Aert, où là, ça sera à peu près équilibré. Mais même un Ghana, par exemple, Ghana, Philipsen, Pedersen, Van Der Poel, ça tape pour moi Pogacar au sprint. Donc, il va être obligé de finir tout seul. Quand même, un dernier mot sur Tadej Pogacar, c'est que j'ai dit pendant de nombreuses courses qu'il allait ne pas faire des choses, qu'il a finalement faites. Je pense encore récemment à Milan-San Remo où je me suis dit jamais de la vie il va attaquer dans la Cipressa. Ça, c'est mon esprit pragmatique, un peu plan-plan, et il l'a fait quand même. Donc bon, avec Pogacar, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc moi, je pense qu'il va faire top 5, pas mieux. Mais c'est pas impossible qu'on se fasse un petit débrief après la course où on se dise bon bah Pogacar nous a surpris. Je sais pas si ça serait une très bonne nouvelle parce que c'est un coureur qui est quand même qui fait du bien au cyclisme d'une certaine manière, mais bon, le voir triompher là sur Paris-Roubaix au nez et à la barbe pardon des tous les spécialistes dès sa première participation, ça serait quand même un peu gros. Donc on verra ce qui se passe, mais ça serait pas impossible que Tadej Pogacar me fasse mentir. Ensuite, au niveau des favoris, le troisième favori, donc on rappelle Van Der Poel côté à 3,25, Pogacar à 4,50 et à 5,50, donc très proche quand même, on a Wout van Aert. Wout van Aert qui est pour l'instant le troisième favori devant Mats Pedersen, devant Jasper Philipsen, donc ça c'est un élément qui est assez intéressant. Je suis pas le seul à avoir bien aimé la remontée de Wout van Aert en forme au cours de ce Tour des Flandres et a priori, donc il a tapé dans l'œil des bookmakers. Euh, pour rappel, Van Aert, il a jamais gagné Paris-Roubaix, alors que c'est une course qui lui convient vraiment très très bien sur le papier. Son meilleur résultat, c'est deuxième en 2022, troisième en 2023, et avant, les années d'avant, il a toujours eu des petites galères, donc il a fait septième, treizième, etc. Euh, Van Aert a 30 ans, il n'a toujours pas gagné Paris-Roubaix alors que ça lui convient à merveille. Et là, c'est peut-être une occasion cette année, parce que il remonte un petit peu en forme. Euh, il a aussi une très belle équipe quand même. Et il y a un ancien vainqueur dans son équipe, c'est Dylan Van Baarle, qui ne sera pas le leader. Dylan Van Baarle que j'ai bien aimé moi sur à travers la Flandre, il semblait vraiment très très fort Dylan Van Baarle. Là sur le Tour des Flandres, on l'a pas vu. Donc je sais pas s'il avait pas les jambes, mais en tout cas c'est vrai que Paris-Roubaix c'est une course qui lui convient mieux à Dylan Van Baarle, donc évidemment très bon équipier pour Wout van Aert. Euh,
On aura aussi Matthew Brennan qui marche très fort en ce début de saison. Bon, là, il découvre Paris-Roubaix, ça sera peut-être un peu dur. Eduardo Affini, qui sera évidemment un très bon équipier. Et après, c'est un peu des mecs un peu moins qui pourront l'accompagner moins longtemps, quoi. Niklas Behrens, je ne connaissais même pas, Perstrand Dungeness, et puis Julien Vermote. Julien Vermote, très bon équipier, mais bon, ça pourra pas tenir très très longtemps. On n'a pas de Christophe Laporte, par exemple. Christophe Laporte, on le sait, qui souffre d'un virus et qui va louper toute la campagne de classique. Donc, Team Visma Leaseback, qui est un peu emprunté par rapport aux années précédentes. Donc, Van Aert sera quand même, je pense, le leader unique. On verra s'ils arrivent à mettre en place un petit jeu de binôme avec Dylan Van Baarle, comme ils ont pu le faire avec Jorgensen par exemple ou Benoot sur les dernières courses. Euh, Dylan Van Baarle, c'est vraiment la grosse inconnue de mon côté. Je vous ai dit à travers la Flandre, il m'a vraiment impressionné. En revanche, sur le Tour des Flandres, abonné absent. Et vu qu'il a marché un peu sur courant alternatif ces dernières années, Dylan Van Baarle, c'est possible qu'il soit dans un très grand jour et qu'il joue le co-leadership, mais c'est aussi possible qu'on le voit disparaître dès la Troi d'Arambert ou même avant. Donc, c'est un coureur assez énigmatique. Mais bon, Van Aert, lui, sera au rendez-vous. Ça, j'en doute pas. On espère que cette fois-ci, il jouera un peu de la malchance et il sera capable d'aller au bout sans crevaison, sans chute. Ça serait très bien pour lui. Et si jamais c'est le cas, bah, ça sera un beau prétendant à la victoire. Moi, ce qui m'embête un peu avec Van Aert, c'est que je pense qu'il a peut-être la capacité de se faire mal pour tenir les roues des meilleurs et aller jusqu'à l'arrivée avec eux, mais récemment, sa pointe de vitesse, c'était vraiment pas top. Donc, j'ai un peu du mal à voir comment il pourrait gagner au sprint contre Pedersen, contre Philipsen, contre Van Der Poel. Un sprint après 260 bornes sur du pavé, ça peut un peu être rebattre les cartes, mais récemment, leurs derniers affrontements, c'est toujours bon, Van Der Poel qui gagne, notamment sur des monuments, pardon. Euh, ouais, c'est ça qui me fait un peu peur en fait avec Wout van Aert, c'est que sa pointe de vitesse a pas mal diminué ces derniers temps, donc même si j'ai confiance en sa capacité sur les pavés, à tenir sur le pavé, à avoir la force nécessaire pour finir avec les meilleurs ou pas très loin. Je vois pas comment il pourrait vraiment s'imposer à moins d'être tout seul. Ce qui est possible, hein. C'est possible que Wout van Aert s'isole tout seul, qu'il soit plus fort que tous les autres. C'est pas, c'est quelque chose que j'aimais, c'est une hypothèse. C'est pas la plus importante évidemment, mais c'est possible. Mais dans un petit groupe, j'ai du mal à voir comment Van Aert va gagner. Donc moi je le mettrais un peu moins bien coté que Pedersen pour cette raison-là par exemple. Et Pedersen, du coup, qui est coté à 6, donc c'est très proche de Van Aert qui est coté à 5,50. Mais vous voyez, donc on a 3,25 pour Van Der Poel, 4,50 pour Pogacar, 5,50 pour Van Aert, 6 pour Pedersen, 7 pour Philipsen. C'est vraiment très serré. Et donc Pedersen qui sera évidemment le leader de la Lidl Trek. Lidl Trek qui aura encore une belle équipe a priori, avec Stuyven notamment, Dan Houle, Matthias Vacek. On a des beaux équipiers. Stuyven, il est coté à combien d'ailleurs sur Winamax? Parce que là on voit que donc Pedersen est coté à 6, Stuyven coté à 40. Steven, c'est le septième favori après Philippe Ogana. Donc intéressant. Steven, moi j'ai vraiment adoré son Tour des Flandres. Steven, il a déjà fait quatrième, cinquième, septième sur Paris-Roubaix. Donc ça peut être un très bon équipier. Je pense notamment, néanmoins, pardon, que ça sera tout pour Mats Pedersen cette année-là. Pedersen qui semble dans la forme de sa vie. Il a esquivé les emmerdes ces derniers temps. Malheureusement pour lui, il a fait beaucoup de deuxième place aussi. Il a gagné Gand-Wevelgem, mais sinon deuxième de l'E3, du Tour des Flandres. On espère cette fois qu'il va pouvoir la mettre au fond sur Paris-Roubaix, ça ferait vraiment plaisir. Et encore une fois, c'est une course qui est très adaptée à ses qualités. Euh, c'est probablement le monument qui lui convient le mieux. Euh, Reste qu'il a jamais réussi à le gagner. Ces dernières années, il fait quatrième en 2023, troisième en 2024. Donc, je crois qu'en 2022, si je dis pas de bêtises, il chute dans un secteur pavé. Donc, abandon. Mais il améliore son résultat d'année en année. Donc là, je pense que c'est vraiment un très gros candidat à la victoire, ou alors au moins pour régler le petit groupe qui sera derrière le vainqueur. Donc, moi, je vois vraiment un top 2 de Pedersen. Pourquoi pas la victoire, mais un top 2, ça me semble vraiment assez probable pour lui. À part s'il y a Philipsen qui traîne dans le coin, où là, ça sera il y aura un peu un match, mais
Très belle carte, Mats Pedersen. Ça serait bien qu'il en claque une maintenant, parce que s'il en claque pas une maintenant, je sais pas quand ça sera. Il est plus fort que jamais. Bon, le problème, c'est que ses adversaires sont aussi plus forts que jamais, mais donc, très belle carte, Mats Pedersen, franchement, très solide. Et je pense qu'au sprint, ouais, à part Philipsen, il tape tous les autres, donc ça sera un bon avantage pour lui. Si jamais on arrive groupé en tête sur le vélodrome, là, il pourra jouer sa carte et gagner peut-être. Et sinon, il pourra régler encore un petit groupe pour faire une belle place d'honneur. Donc voilà, c'était les 5 favoris, Van der Poel, Pogacar, Van Aert, Pedersen et Philipsen. Euh, dans l'ordre, moi je mettrais quand même Van der Poel favori, devant Pedersen, Philipsen et Pogacar à peu près au même niveau, et puis Van Aert un peu en dessous. Parce que je me dis que Pogacar, il a quand même ce grain de folie qui fait que on ne sait pas ce qui peut se passer, et il peut peut-être tous les lâcher, alors que même si ça semble totalement improbable, hein. Quand on regarde sur le papier d'un œil très pragmatique, ça semble improbable, mais c'est la folie Pogacar. Et Van Aert, franchement, sa forme est ascendante, elle fait très plaisir, mais j'ai un peu du mal à le voir battre quelqu'un en termes de points de vitesse. Et puis côté A12, mine de rien, on a Filippo Ganna. Filippo Ganna, donc, qui sera le leader de l'EA Ineos. Ineos qui aura encore une belle équipe, je pense, avec Tarling. Tarling, franchement, je mettrais quasiment ma main à couper qu'il va gagner Paris-Roubaix une année. C'est un coureur qui est très adapté à ce genre d'effort, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et puis Ganna évidemment. C'est son gros objectif de la saison avec Milan-San Remo. On l'a vu quand même faire huitième du Tour des Flandres. Alors il essaie d'anticiper avec Stéphane Kung, mais à un moment, les 1,95 m et les 85 kilos sur les monts pavés, c'était trop compliqué. Il a réglé au sprint le groupe qui s'est joué la huitième place, devant des mecs comme Girmay, Garcia Cortina, Pitti, etc. Donc c'est une très belle perf. Il a une pointe de vitesse qui est de plus en plus forte. Filippo Ganna, c'est quelqu'un qui sait faire de la piste, donc il est à l'aise sur un vélodrome. Euh, Dans un sprint à plusieurs, il serait vraiment une très belle carte. Filippo Ganna. Sur Paris-Roubaix, qu'est-ce qu'il a fait ces dernières années? Il fait sixième en 2023, mais sinon il fait pas mieux. Après, là, semble quand même avoir passé un certain cap cette année, donc c'est pour ça que les bookmakers le voient si fort. Je pense qu'on peut attendre de Filippo Ganna qu'il fasse un top 10. Sur le papier, je pense qu'il a la force pour accompagner ceux qu'on a cités avant, les Pedersen, Van Der Poel, Pogacar, Van Aert, Philipsen, mais je sais pas. J'ai l'impression que Ganna, il a toujours un petit truc qui fera, qui sera pas dans cette catégorie-là. Euh, il tient une grosse forme depuis longtemps. J'espère aussi qu'il saura la conserver jusqu'à Paris-Roubaix. Mais donc, pour moi, c'est un peu une énigme, Filippo Ganna. Ça me choquerait pas qu'il soit dans le top 5, mais j'ai quand même du mal à l'y voir. Je sais pas trop pourquoi. C'est un pressentiment qui se base sur pas grand-chose, mais voilà. Et ensuite, après, on plonge en termes de cotes, cotés à 40, 50, etc. Pour l'instant, c'est que des mecs qu'on a cités, Stuyven, les deux Vermeersch, que ce soit Gianni dans l'équipe de Van Der Poel ou Florian dans l'équipe de Pogacar, Tarling qui est coté à 60 aussi. Côté à 60, on a aussi Lorenz Pitti. Lorenz Pitti parce que ça devrait être a priori le leader quand même de la Bora, de la Red Bull Bora. Lorenz Pitti. euh, Cependant, pour Lorenz Pitti, il fait une saison pardon, qui est un peu décevante. Il arrive jamais à scorer, en fait, c'est ça le problème. C'est que l'an dernier, il arrivait à scorer, cette année, il semble fort, mais il n'arrive pas à le faire. Toujours un peu trop derrière. Là, dans le Tour des Flandres, il joue le groupe pour la huitième place, où il y avait 30 mecs. L'an dernier, il fait un Paris-Roubaix exceptionnel, hein. Il fait septième, c'est pour ça qu'il est coté si bien, mais je sais pas. Je sens qu'il a besoin d'une saison d'adaptation à la Red Bull Bora, et pour l'instant, ça matche pas assez. Je serais très heureux de le voir à l'avant, mais je peux pas en être certain à 100% malheureusement. Et en fait, c'est un peu les mots, pardon, de cette Red Bull Bora cette année. Je trouve qu'ils sont une très belle équipe sur beaucoup de classiques, mais ils n'arrivent pas trop à la mettre au fond. Ils n'arrivent même pas à faire des beaux top 5. Là, il y aura Oyer Lascano. Lascano, c'est pareil, il est un peu catastrophique en ce début de saison. Jordi Meus, il fait top 10 l'an dernier, donc à surveiller. Mick Van Dijk, Tim Van Dijk, c'est des gars qui ont déjà été un peu acteurs sur Paris-Roubaix, mais je sais pas pourquoi, j'ai le mauvais pressentiment que cette Red Bull Bora va encore flop sur ce monument-là. Donc on verra ce qu'il en est, mais ça me fait un petit peu peur pour eux. Côté à 60, on a aussi Stefan Kung, très intéressant.
très intéressant. Je le mettrais probablement, moi, au niveau de Philippe Ogana, hein. Stefan Kung, c'est un très gros rouleur. C'est évidemment une course qui lui correspond à merveille. Il a encore fait un gros tour des Flandres en essayant d'anticiper parce que c'est le même combat que Philippe Ogana, hein, Stefan Kung. C'est 1m93, 83 kilos. Et pourtant, lui, il a mieux tenu dans les monts que Philippe Ogana. Kung, sur Paris-Roubaix, c'est quand même un modèle de régularité. Sur ses 3 dernières éditions, il fait troisième, cinquième, cinquième. Et bah, ça m'étonnerait pas qu'il fasse à peu près ça cette année aussi. En se faisant battre au sprint par les autres parce qu'il va pas assez vite s'il est dans un petit groupe. Mais Stefan Kung, vraiment la carte sûre de la régularité, franchement, top 10 assuré pour moi. Il peut aller chercher un top 5 si jamais les circonstances de course sont favorables. Donc, ouais, le rouleur suisse, on espère encore qu'il va faire un beau résultat. C'est un coureur qu'on aime bien ici. Donc, voilà, on croit en toi, Stéphane. Et puis Tim Merlier, côté à 60 aussi. Ouais, moi je suis un peu surpris quand même pour Tim Merlier côté à 60. Ça devrait être peut-être le leader de la Soudal Quick-Step. Il y a Yves Lampart aussi dans l'équipe. Bon, après, le problème, c'est qu'Yves Lampart se fait un petit peu vieux. Mais Yves Lampart, évidemment, sur Paris-Roubaix, c'est l'ADN Quick-Step. Évidemment, c'est la course qu'il préfère. Il a déjà fait troisième, cinquième. On se souvient de 2022 où il fait dixième. Et où il aurait dû faire top 3, mais il se fait accrocher par un spectateur. Il fait une chute terrible. Là, j'ai quand même l'impression que cette année, Yves Lampart, c'est un peu trop en dessous, hein. L'âge commence à se faire ressentir malheureusement sur les épaules du bon Yves, donc je le vois pas faire un très bon résultat. D'ailleurs, je vois que c'est son anniversaire aujourd'hui, le 10 avril, alors où je m'enregistre, donc bon anniversaire Yves. C'est vraiment la course qui lui convient le mieux à Yves Lampart, mais bon, j'ai peur qu'il n'arrive pas à performer cette année. Puis Tim Merlier, qui a gagné donc hier la Skedal Prize, le Grand Prix de l'Escaut, qui fait un bon début de saison, qui a montré qu'il a fait deuxième à Caen-Wevelgem en gagnant le sprint pour la deuxième place. Il a fait pas mal de victoires. Il semble en forme, ça c'est sûr. Mais sur Paris-Roubaix, je sais pas. J'ai un peu du mal. Je pense qu'il a jamais fait mieux que 23e. J'ai un peu du mal à le voir passer les difficultés quand même, le bon Tim Merlier. Donc Lamparty, quand même, on jettera un œil. On sait que c'est un futur flandrien. Donc notez ce qui fera un peu le jeune américain de la Soudal Quick-Step. Mais donc voilà pour les équipes les plus fortes. Soren Warinskold, pardon, difficile à dire, côté à 75, du côté de la Uno X. Euh, Uno X qui devrait venir avec Abrahamsen, Christophe, Warenskjold. Donc c'est des beaux coureurs qui ont vraiment un profil fait pour Paris-Roubaix, notamment Warenskjold et puis Alexander Christophe. Christophe évidemment ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Donc voilà. Ancien vainqueur, non, pardon. Ancien vainqueur du Tour des Flandres, mais je crois qu'il a jamais gagné Paris-Roubaix. Je dis des bêtises, désolé. Et puis Warren Skjold, ouais, pareil, c'est un Golgoth, hein, 1m95, 90 kilos, mais c'est fou, il fait top 10 l'an dernier. Je pense qu'il peut refaire top 10 cette année. Et puis Abramsen, évidemment, le coup de folie à chaque fois, même s'il n'a jamais performé sur Paris-Roubaix. Donc on surveillera quand même d'un œil ce que fera cette Uno X Mobility. Et puis on va passer rapidement sur les autres équipes avec les coureurs qui sont annoncés. Je vous l'ai dit, toutes les équipes n'ont pas encore annoncé leurs coureurs. Du côté de la XDS Astana, il y aura Mike Tennyson et Davide Ballerini. C'est des coureurs qui sont plutôt en forme. On sait qu'on a Astana qui est un peu en forme ces derniers temps. Ils ont leur petit boost là pour aller chercher les points UCI. Pourquoi pas un de ces coureurs qui fait un bon top 15, je sais pas, peut-être c'est possible. Tennyson, il est même capable de mieux dans ses meilleures années. Matej Moric du côté de la Bahrain Victorious. Alors Moric, je disais qu'il faisait une campagne de classique absolument dégueulasse. Là sur le Tour des Flandres, on l'a un petit peu vu. Plutôt bien placé et tout. Moritz, c'est cinquième en 2022. J'ai un peu du mal à croire en lui cette année, mais sur le Tour des Flandres, il avait l'air d'être un peu mieux que sur les courses d'avant. La Jayco, Max Walscheid devrait être le leader, je pense. Mais bon, Walscheid, c'est un grand profil aussi, quasiment 2 mètres, 90 kilos. Top 10 déjà en 2023. Donc pourquoi pas pour un top 10 cette année, Max Walscheid, en fonction du scénario de course. La Movistar qui sera autour de Ivan Garcia Cortina. Après tous les autres, ça sera la survie. Garcia Cortina qu'on a revu en forme un peu sur le Tour des Flandres, il fait 9e. Peut-être que Paris-Roubaix est une course qui lui convient un peu mieux. Donc, ouais, elle est en top 20, on va dire, pour la Movistar avec Garcia Cortina. La Intermarché ou Anti, ça m'intéresse parce qu'il y a Biniam Girmay et Lorenz Rex, notamment dans l'équipe.
Bon, Girmay, c'est peut-être pas la course qui lui convient le mieux sur le papier. Je crois qu'il a jamais fait Paris-Roubaix, donc ça risque, pardon, d'être un peu compliqué. Lorenz Rex, en revanche, c'est un très grand gaillard. Il faisait 9e en 2023, où il était très fort, donc pourquoi pas aller chercher un top 15 pour la Intermarché avec Binyam Girmay. Faut citer quand même la IF parce que dedans il y a Casper Asgreen, mais bon, malheureusement c'est plus le Casper Asgreen des grandes années. Euh, de son époque de la Quick Step, il aurait été capable de faire un bon truc sur Paris-Roubaix, mais là c'est probablement trop dur. La Arkea qui sera autour d'Arnaud Démare. Arnaud Démare qui sera peut-être la meilleure chance française. Ça fait un peu mal de dire ça, mais Arnaud Démare qui risque d'être notre meilleure chance française sur ce Paris-Roubaix. Il semblait pas trop mal sur le Tour des Flandres, Arnaud. Bon, il a lâché finalement, mais on rappelle qu'Arnaud Démare, il fait 6e en 2017. Donc là, s'il a un peu réaxé sa préparation sur les classiques, ça serait pas déconnant de le voir meilleur français. Et parce que cette année, en termes de français sur Paris-Roubaix, ça va être très très chaud. Donc Arnaud Démare côté Arkea, côté Cofidis, Alexis Renard peut-être. Alexis Renard, il me semble qu'il avait déjà pris une échappée sur Paris-Roubaix où il était pas trop mal. Mais ouais, c'est chaud, hein. Côté français cette année, c'est la grosse galère. Euh, ouais. Peut-être Decathlon a annoncé Pierre Gautrat. Pierre Gautrat, futur espoir quand même de la France pour ce genre de classique. Il me semble qu'il chute sur le Tour des Flandres, donc je sais pas dans quel état il est, mais c'est un profil qui peut à peu près lui convenir, mais je pense qu'il fera pas mieux quand même que l'ami Arnaud Démare. En revanche, la Decathlon AG2R, j'ai très envie de voir ce que va faire Stéphane Bisseguer. Bisseguer, il avait un beau Tour des Flandres, il a semblé très très fort à Gand-Wevelgem. Franchement, top 10. Voilà, le petit bête comme ça, top 10 de Stéphane Bisseguer, c'est pas impossible. Je pense que la Decathlon va essayer d'avoir une stratégie assez offensive, notamment, je vois bien Dries de Bont aller dans l'échappée. On a vu aussi qu'il y avait Rasmus Pedersen, le champion du Danemark, qui était souvent à l'attaque, même si bon, il avait du mal et il n'a pas encore la caisse pour tenir des longueurs de monument, mais donc la AG2R Decathlon devra être à l'attaque. On a aussi Oliver Nassen, par exemple, dans l'équipe. Bon, Oliver Nassen, il faisait des top 10 peut-être, mais il y a bientôt 10 ans, quoi, donc ça fait un peu mal. Mais ouais, vas-y, la grosse cote pour Stéphane Bisseguer. Côté loto, pour l'instant, on annonce qu'Alex Segart. Je connais pas le reste de la composition. Alex Segart, euh, il a l'air très très chaud quand même, hein. Franchement solide. À travers la Flandre, il avait l'air fort. Tour des Flandres, il fait 32e. Il est dans le groupe qui se joue la 8e place. Euh, En plus, c'est un gros coureur assez lourd. Moi, je l'imagine bien envoyer du Watt sur Paris-Roubaix, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Euh, Côté Israël, on a des Français, on a Mathis Louvel, Hugo Hofstetter. Ouais, je vois pas quelqu'un capable de détrôner Arnaud Démare, même si Mathis Louvel, il a fait 15e en 2022, à son époque de la Arkea. Ça commence à dater un petit peu. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié peut-être la meilleure chance française, Anthony Turgis. Et oui, Anthony Turgis, Alexis Brunel, Total Energy, il y a moyen d'avoir un beau truc. Euh, Anthony Turgis, qui n'a pas été invité sur le Tour des Flandres, alors qu'on sait que c'est sa course favorite. Le problème d'Anthony Turgis, c'est la poisse, hein, très clairement. Il tombe tout le temps, etc. Mais dans une bonne année, il peut aller chercher un top 15, donc à surveiller. Et Alexis Brunel, je vais en parler quand même parce que Alexis Brunel, c'est un gros gazier. On- il fait des déclarations dans la presse qu'on n'aime pas toujours, mais bon, bref. Et il a arrêté le vélo quand même pendant plusieurs années. Je me souviens que je l'ai vu en 2022, je crois. En 2022 sur Paris-Roubaix. J'étais dans le carrefour de l'Arbre et c'était le dernier. Je crois qu'il était vraiment dernier. Tout le monde se cassait et là, il y a Alexis Brunel qui est passé. Je l'ai reconnu parce qu'il avait ses tatouages de la UAE à l'époque. Mais donc, peut-être l'occasion de reprendre sa revanche sur Paris-Roubaix et de faire un beau résultat, Alexis Brunel, notamment en anticipant dans une échappée. Donc, ça sera surveillé. Voilà, c'est tout pour cette preview de Paris-Roubaix. Franchement, course plus qu'indécise. J'ai très hâte. Les deux premiers monuments de l'année nous ont livré des très belles courses et je pense qu'on va pas déroger à la règle avec Paris-Roubaix. En termes de scénario, franchement, c'est assez difficile d'imaginer quelque chose. Euh,
Probablement que les Alpecin auront quand même pas mal de cartes en main, parce qu'ils ont deux très gros leaders tout simplement, et probablement le plus fort avec Van Der Poel sur ce terrain-là. À noter quand même qu'on a une très belle équipe du côté de la UAE, même si ça devrait être tout pour Pogacar. Donc évidemment Pogacar qui sera l'attraction principale de ce Paris-Roubaix. Mais moi je le mets pas trop comme favori, ouais. Je vois peut-être Pedersen quand même plus fort que lui, donc on a un match qui est franchement très équilibré. Je pense aussi que le Tour des Flandres a rééquilibré les cartes parce que un mec comme Van Der Poel qu'on voyait trop fort a été un peu rabaissé. Puis un mec comme Pedersen l'a battu. Donc Pedersen, on savait déjà que c'était un coureur très fort, très en forme cette année. Et puis Van Aert qui remonte un peu en forme. Ça promet des très belles choses. Donc franchement, on va avoir un très beau combat, j'espère, sur Paris-Roubaix. Après, évidemment, je le répète encore une fois, Paris-Roubaix, c'est la course de tous les aléas. Donc on peut prévoir tout ce qu'on veut sur le papier. Il se passera évidemment pas ces choses-là dans la course. Moi, j'ai très très hâte. Je pense aussi que la météo, ça sera quelque chose d'intéressant à surveiller, notamment ce vent de côté qui est quasiment certain, cette potentielle pluie qu'on aura dans la nuit d'avant, voire même un petit peu le jour même de la course. Ça peut avoir un impact sur la course. Moi, je préférerais quand même un temps sec, mais avoir peut-être quelques gouttes d'eau, ça peut aussi rebattre certaines cartes. Donc, scénario très indécis. Franchement, ne loupez pas la course. Alors moi, de mon côté, je serai dans ma belle famille, malheureusement. J'ai pas pu m'esquiver pour ce week-end, donc je vais devoir regarder en replay lundi soir. C'est terrible. Je serai dans une grotte pour essayer de pas me faire spoiler, mais j'ai très très hâte de voir cette course en replay parce que je sens que ça va encore être fantastique dans notre belle contrée du nord de la France, donc j'ai très très hâte. Profitez un max et je vous dis à la prochaine, pardon, pour un nouvel épisode. Salut!